L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler dans un instant de la Chevrolet Bolt que nous avons en studio. On va aussi parler de crédit avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On va poursuivre nos chroniques de pneus avec des harnais pneus mécaniques. On a plusieurs nouvelles de l'industrie pour vous aussi. Et bien sûr, à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions, commentaires pour nous rejoindre. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Oui. Oui, bonne humeur? Certainement. Bon, parfait, parce qu'on a quand même une émission fort chargée aujourd'hui. Et surtout, on va parler de la Chevrolet Bolt que nous avons ici en studio. Bolt remanié. Puis si on... Parce que il y a eu un petit interlude de la Chevrolet Bolt pour un petit problème de batterie. Mais ce qu'on oublie, c'est lorsqu'on nous a présenté la nouvelle version améliorée de la Bolt, il y a eu un choc dans l'industrie automobile. Parce qu'il faut se rappeler que d'abord, on avait un nouveau design, oui, mais on avait annoncé une baisse de prix importante pour la Bolt. C'est vrai. Alors ça a choqué un peu l'industrie automobile. Après ça, on ne parle plus de la Bolt parce qu'il y a eu le rappel des batteries. Pas grand-chose, on pouvait prendre en feu, mais il fallait changer. Un détail. On a arrêté le tout. On est arrivé aussi, on a annoncé en même temps une deuxième variation, donc un autre modèle qui est la EUV. Ici, on a la EV, donc un modèle peut-être un petit peu plus sport utilitaire. Et là, on reprend les ventes et boum! On annonce que c'est la fin de la Bolt en même temps parce qu'on va arriver avec une nouvelle plateforme. Et là, peut-être qu'on continue la EUV, peut-être pas, je ne le sais pas trop. Bref, il y a quand même une petite épopée là, de la Chevrolet Bolt par les temps qui courent. Écoute, moi, j'étais au Salon de l'auto électrique il y a quelque temps à Saint-Hyacinthe et les concessionnaires ne se cachaient pas pour dire que c'était la fin de la Bolt EV, qu'il n'y resterait que la EUV au cours des prochains mois, en fait, et que l'on était pour augmenter la production. Tu as parlé de prix, il faut quand même le préciser, 38 198 à part transport et préparation, bien entendu, pour la version de base de la EV. Évidemment, la EUV est un petit peu plus chère, à 2 000 près. Là. Ce qui représentait quand même une baisse de 7 000 comparativement à l'ancienne version, ce qui est majeur. Ce qui est majeur. Ouais. Juste petite précision qui m'a bien fait rigoler. On parle de la EUV comme étant une utilitaire sport, mais elle a, en théorie, 3 litres de moins d'espace de chargement. Donc, le coffre arrière est un peu plus petit dans la version utilitaire sport que dans la version qu'on a en studio, ce qui est un peu ironique. Mais bon, l'empattement étant plus long, ça lui donne un peu plus d'espace pour les passagers, bien entendu. Tu l'as mentionné, c'est drôle à dire, hein? Mais c'est l'ancienne génération de voitures électriques, la Bolt. Même si on parle quand même d'une voiture qui a plus de 400 km d'autonomie, là, 417 dans ce cas-ci, on parle quand même d'un véhicule qui est monté sur une architecture qui n'est plus celle qui sera utilisée dans les futurs véhicules de GM. On sait, on a beaucoup parlé de Ultium. Donc, la batterie que l'on a actuellement, 65 kW là-dessus, elle est appelée à disparaître à terme, ce qui explique probablement pourquoi on veut se concentrer pendant un bout de temps sur la EUV, je dirais passer nos restants, avant de se consacrer à de nouveaux véhicules qui vont arriver. Oui, parce que le rendement, juste avant, Jacques, le rendement du véhicule, d'abord au niveau du kilométrage, pour avoir fait quand même 260 km avec cette voiture-là, ce qui est quand même assez important, j'ai perdu seulement 30 km au total. Donc, sur la grande route, j'ai trouvé qu'on restait quand même très, très près du kilométrage annoncé. Ça, c'est fantastique. Tu parles d'ancienne génération, on sent le surpoids parce que c'est une petite voiture avec beaucoup de batterie à l'intérieur. Donc, on sent que les suspensions sont un peu plus molles, la direction pas trop précise, mais c'est une petite voiture qui se débrouille merveilleusement
bien en ville. C'est vraiment une voiture. Ça peut faire de l'autoroute, je l'ai fait. Les sièges sont beaucoup plus confortables qu'ils l'étaient par le passé. L'aménagement intérieur irréprochable. L'écran central, enfin, Dieu merci, on l'a intégré de façon vraiment parfaite à l'intérieur. Même si on l'avait monté un petit peu plus, là, ça aurait été l'excellence vraiment. Mais bon, c'est quand même très bien fait. On a de l'espace, facile de monter à bord, débarquer, le plancher est très bas, l'espace de rangement. Bref, elle fait tout de bien, cette voiture-là. Mais évidemment, lorsqu'on conduit des nouvelles voitures de nouvelle génération, bien, on voit que c'est plus raffiné que la Bolt, mais rapport qualité-prix, vraiment très bien. Moi, je la suggère sans aucun problème. Pour la ville, c'est la voiture parfaite. Absolument. Puis au niveau kilométrage, comme tu disais, tu as fait beaucoup de kilométrage avec. J'ai eu la chance aussi, moi aussi, d'en conduire une. Moi, j'ai conduit la EUV, la supposée sport de véhicule. Ils ont une autre définition VM des sports, certains, parce que le véhicule qui était un petit peu plus petit au niveau dimension pour bagage, etc. Alors, mais c'était une voiture où moi, j'ai trouvé qu'il allait bien. Ouais. J'ai trouvé qu'il allait bien. Tu parles des sièges. Pour la majorité des gens, les sièges sont confortables. L'espace entre les deux sièges que j'ai trouvé sur la EUV était bonne, était raisonnable. Ce que j'avais trouvé au niveau du compartiment de bagages arrière, quand j'ai ouvert le coffre, j'ai resté surpris. Mais il y a une planche qui va justement sous le tapis. Et cette planche-là, on peut la jouer avec selon les objets qu'on va mettre dedans. Et ça doit être bien proche un pied plus profond quand on enlève la planche et qu'on la met complètement dans le fond du véhicule. Alors, on agrandit légèrement le coffre si on va dans des places pour chercher des gros paquets et qu'on veut justement... C'est un véhicule que si j'avais, moi, je pense que je me promènerais le dossier de siège arrière complètement rabattu tout le temps pour avoir de l'espace si on n'a pas besoin justement de l'assise en arrière. Mais c'est une voiture qui se conduit bien. On peut conduire juste une pédale. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais... Bien, moi, j'utilisais que le frein au volant. Je freinais avec la petite palette au volant que je trouve vraiment pratique. Ouais. Et je me posais la question, parce que là, ça freine quand tu laisses appuyer, ça freine. J'ai dit, les lumières allument-tu en arrière? C'est ça qu'on J'ai fait le test et oui, les lumières de frein allument en arrière quand tu appuies. La première génération, ils n'allumaient pas, puis ils ont eu des difficultés. Alors, moi, je parle pas de la Bolt, là, des voitures électriques en général. Quand on avait le freinage régénératif qui embarquait, effectivement, ça te fait ralentir beaucoup. Puis pour pas que la personne derrière toi fasse le saut un peu, maintenant, les lumières s'allument, ce qui est une bonne nouvelle. Oui. Une chose qu'on a remarqué aussi, comme sur cette voiture-ci, c'est que les signaux de direction ou les feux arrière sont placés très bas à la coréenne. On a l'impression que toutes les coréennes ont des pins sur le véhicule de GM. Alors, si tu suis un peu de près, tu as de la difficulté à voir ces lumières-là qui clignotent ou pas ou qui ralentissent beaucoup. C'est un véhicule qui est agréable, qui a des choses à changer, qui peut-être dans le modèle le plus luxueux. Là, moi, j'avais le modèle avec la conduite, tu peux lâcher le volant parce que ça va tout seul. Il n'est pas Smart Drive ou quelque chose. Super Cruise. Il y a un nom extraordinaire pour ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne, j'ai roulé à bord, ça fonctionne. Au début, on se tient les mains pas trop loin, mais ça fonctionne si on a besoin. Dans la ville, on n'aurait pas besoin beaucoup. Mais c'est pour dire que ça fait quand même un bon travail et c'est une voiture agréable à un prix qui est des plus abordables, je pense, sur le marché actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait autre chose mon copain qui en a une, lui, qui est entièrement équipé, et il se plaint qu'il aimerait avoir la mémoire après les sièges électriques. Il n'y a pas ça. Il est difficile. Surtout qu'il faut faire attention parce que la Bolt que nous, on a en studio, c'est la Bolt EV. Il n'y a pas la version première qui est la plus équipée dans le cas de la EUV. Donc, évidemment, ces trucs-là ne se retrouvent pas là-dessus. L'autre défaut qu'on peut lui reprocher, c'est pas un gros reproche, mais parce que c'est une plus vieille génération, le temps de recharge est un petit peu plus long que sur les nouvelles générations et les nouvelles architectures et les nouvelles batteries qui arrivent. Donc, c'est une contrainte quand on est, par exemple, sur la route et qu'on s'arrête dans des bornes de recharge publiques. On n'est pas capable d'aller chercher la vitesse maximale de recharge. Mais encore une fois, c'est des détails, en fait, parce que c'est, tu l'as mentionné, Daniel, c'est essentiellement une voiture urbaine, voiture à traction. Donc, il n'y a pas le rouage intégral. Lourde un peu en conduite, mais faite vraiment pour la ville, maniable. Et ironiquement, encore une fois, parce que celle-là est un peu plus courte, elle a évidemment un rayon de braquage qui est beaucoup plus court
que la version Et EUV. il y a les bornes aussi que GM fournit avec la voiture lorsqu'on achète un véhicule semblable. Beau design intérieur, extérieur, bon rendement dans l'ensemble, l'autonomie plus que correcte. Beaucoup de pression pour le nouveau Equinox parce que c'est l'Equinox qui va remplacer éventuellement la Bolt dans un format un petit peu plus gros aussi, mais dans à peu près dans la même chose au niveau des prix. Alors, il y a de la pression pour arriver justement à cette voiture-là. Moi, je pense qu'il y aurait eu de la place pour la garder encore un peu plus longtemps. Oui, selon moi aussi. Mais je répète, on n'a pas confirmé qu'on abandonnait la EUV. On abandonne la EV, semble-t-il, mais pas la EUV. Donc, il y aura peut-être une surprise du côté de GM de ce côté-là. Il y a un concessionnaire qui me dit « Apporte-moi-en 400 dans ma cour. » Je vais les prendre demain matin. Il y a de la demande pour ce petit véhicule-là. Il y a définitivement de la demande. Malheureusement, l'offre n'est pas là. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient. Restez avec nous au virage. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, cette semaine, dans cette dernière chronique pneus d'hiver, on s'attaque aux pneus camionnettes, les pneus aussi pour les véhicules commerciaux. Mais on va commencer avec les camionnettes parce que dans cette catégorie-là, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à retenir. Effectivement, puis il faut être capable de différencier les camionnettes. On a toujours les camionnettes qui vont rouler en P métrique, qu'on appelle, qui est des grandeurs, comme on parlait la semaine passée, qui se rattachent plus au VUS. Mais on a aussi les camionnettes faites un peu plus pour travailler, les 250 ou les 2500 de ce monde. Là, on a une application qui est complètement différente, qu'on appelle souvent les produits LT pour Light Truck. Ouais. Là, on change de créneau complètement. On va arriver avec des produits beaucoup plus robustes, avec des produits qui vont avoir une capacité de charge qui est beaucoup plus élevée. On s'entend, c'est des produits qui sont faits, des véhicules qui sont faits pour charger. Ouais. Donc, on a des produits vraiment adaptés pour cette... Bien, adapté, justement, c'est que le fabricant fait des pneus justement adaptés pour le travail, mais c'est le consommateur. On doit être capable d'évaluer nos besoins pour acheter justement le bon pneu avec la bonne application si on veut faire du kilométrage avec notre pneu. Effectivement. Puis de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais, c'est drôlement important quand on arrive dans ces applications-là. C'est important tout le temps si on va avoir le bon pneu pour le bon véhicule. Mais au niveau commercial ou au niveau des camionnettes, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre véhicule, quel genre de millage qu'on fait et qu'est-ce qu'on charge. Parce que, pour exemple, meilleur exemple, un pneu à crampons sur des produits camionnettes, Nokian en fait un excellent, qui est probablement la référence dans ce créneau-là. Par contre, si le véhicule pèse plus que 3000 kg, vous pouvez vous faire intercepter, puis vous pouvez avoir une contravention parce que vous avez des pneus à crampons. Donc, c'est important de s'informer puis d'avoir les bonnes informations. Oui, quelques pneus dans ce segment-là. Tu as parlé du Nokian, mais il y a beaucoup de choix pour le consommateur. Exactement. Je dirais qu'à peu près toutes les compagnies vont faire un produit LT. On va en avoir de haute gamme. J'en ai mis deux ici. Le Nokian LT3. J'ai mis aussi un Toyo, un WLT1 à côté. On peut voir que les dessins de semelles sont complètement différents. Oui. Le WLT1, c'est un produit qui est un peu plus vieux, mais c'est un produit qui perdure à travers les années pour une raison très simple. C'est un produit qui a une bonne usure. C'est un produit qui est durable. Et l'autre chose, vous avez vu que celui-ci est directionnel, tandis que celui-ci est symétrique. Donc, il n'y a pas de sens de rotation. Quand on arrive avec des véhicules encore plus gros, les doubles roues, comme on appelle, en l'arrière, on peut mettre ce genre de produit-là parce que sans ça, il faut changer le sens de direction. Fait que ça devient drôlement compliqué. D'avoir un produit comme ça va nous donner un répit quand on va faire les rotations, on va faire les changements de pneus. Un bon produit sur le marché. Maintenant, si on parle de pneus pour les véhicules commerciaux, oui. Là, on change encore de catégorie et là, ça peut devenir aussi mélangeant pour les gens. Effectivement, parce que des fois, on va retrouver la même grandeur sur des véhicules commerciaux que certains véhicules LT ou camionnettes.
Là, il faut faire très attention, puis de se référer à un spécialiste va être important. Je vous explique. On arrive avec un véhicule commercial avec une grandeur, exemple 2,25, 75, 16. Un produit LT fait cette grandeur-là, mais n'offrira pas la bonne capacité de charge. Qu'est-ce que ça va faire concrètement? C'est que quand on va appliquer ça sur, exemple, notre Sprinter ou peu importe notre Transit, la grandeur, cette grandeur-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va manquer de capacité de charge. Donc, le véhicule ne sera pas stable, à la limite, va quasiment être dangereux. Okay. Il faut faire très attention aux applications, surtout du côté commercial. Bien évaluer ses besoins pour trouver le bon pneu. Avec le bon conseiller, on vient de voir, évidemment, Danny. Dans cette catégorie-là, il y a aussi quelque chose de particulier, c'est qu'on retrouve beaucoup de pneus qu'on dit 4 saisons. Oui, exactement, qu'on peut rouler à l'année. Ça, c'est des produits qui existent dans toutes les catégories. J'aurais pu en parler au niveau du passager, j'aurais pu en parler au niveau du VUS, mais c'est des applications qui sont très niches quand on parle de ces deux catégories-là. Souvent, on va relier ça au snowbird. Les gens qui s'en vont en Floride peuvent rouler les mêmes pneus à l'année, ou les gens qui n'ont pas besoin nécessairement de sortir. Il fait mauvais, on ferme les rideaux, on reste dans la maison. Mais quand on arrive au niveau commercial, là, l'application est différente. Là, les gens veulent avoir un produit robuste qui va quand même donner une bonne traction au niveau hivernal, mais qui va être aussi durable. J'ai mis ici 2 excellents produits qu'on retrouve. Celui-ci qui est un Michelin, le Cross Climate Agilis, qu'on va retrouver beaucoup plus au niveau commercial. Lui, sa grande force, malgré son dessin de semelle qui est peu orthodoxe, une usure très bonne, droite, avec, sincèrement, beaucoup de traction. On va aller chercher une bonne traction hivernale, malgré que c'est un produit qu'on peut rouler l'été. Quand les gens de Michelin nous ont présenté ce produit-là, je dois vous avouer qu'on n'était pas très convaincus. Sceptique, comme moi, je suis sceptique. Là, un peu, oui, exactement. Mais pour l'avoir appliqué sur beaucoup de véhicules de flotte qu'on dessert à travers l'entreprise de Desharnais, les résultats sont excellents. Un autre produit qu'on retrouve, mais du côté de Nokian, qui a été lancé l'année passée, le Outpost AT, excellent produit. Sincèrement, Nokian se sont réinventés avec ce produit-là qui est venu remplacer le Rotiva AT+. Ça faisait plusieurs années que les ingénieurs de Nokian se demandaient pourquoi il y avait de la misère à vendre leurs produits un peu plus agressifs. Étrangement, c'est à cause du flanc. Beaucoup de consommateurs aiment le look un peu plus agressif au niveau du flanc. Nokian ont compris le message, sont arrivés avec un dessin qui est plus actuel, qui vient se frotter aux grands de cette catégorie-là, qui sont le BF Goodrich KO2 ou le Duratrac que tout le monde connaît. Je pense que Nokian est venu se positionner avec ce produit-là, avec les grands, puis les résultats sont excellents. Danny, dans un monde idéal, là, entre toi et moi, on est tous les deux, là, est-ce que ces pneus-là ne sont pas idéaux pour peut-être étirer la saison ou les installer un peu plus tôt, mais qu'en plein quart de la saison, là, pourquoi pas un vrai bon pneu d'hiver? Daniel, on ne se comptera pas de blague, là. À moins 20, un produit qui est peu lamellé comme ça va manquer d'adhérence au niveau de la glace. On s'entend, c'est sûr que c'est un compromis. Souvent, les gens vont mettre ça, comme tu viens de si bien l'expliquer, vont embarquer ça l'été pour avoir un dessin plus agressif, un dessin qui est robuste, vont pouvoir étirer l'automne et venir placer le pneu d'hiver vers décembre, parce qu'ils ont le flocon sur le côté, fait qu'il n'y a pas de date butoir pour eux. Le 1er décembre ne compte pas, fait qu'il n'y a pas de date butoir, et ils vont venir installer le pneu d'hiver un peu plus tard, conserver ces pneus d'hiver qui sont assez dispendieux. On s'entend, dans cette grandeur-là, les pneus sont assez dispendieux, et pouvoir les remettre un peu plus tôt, parce que le pneu a le flocon sur le côté. On va être en sécurité, puis on ne sauve pas les gardants à l'année, de toute façon. Puis c'est une chose qu'on voit régulièrement. Danny, la date, évidemment, on arrive à la limite là, pour l'installation des pneus d'hiver. Dernier conseil, si ce n'est pas encore fait, on vient vous voir au plus vite. Sincèrement, si vous n'avez pas encore fait de choix au niveau de vos pneus, vous n'avez pas encore de réservation de fait, sincèrement, pensez-y, parce que comme on a parlé dans nos premières chroniques, on va avoir de la difficulté au niveau de l'approvisionnement vers la fin de la saison. On arrive vers la fin de la saison, donc quelques petits points importants. Assurez-vous d'aller voir les spécialistes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'inventaire, on est capable de vous répondre. Puis l'autre chose, quand vous faites affaire avec un spécialiste, si on n'a pas votre grandeur exacte, on va peut-être être capable de vous trouver une solution. Donc, pensez à nous pour votre achat si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, Danny. Voilà pour les pneus d'hiver. La semaine prochaine, on s'attaque à la mécanique. Merci, Daniel. À la semaine prochaine.
Voilà de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, on commence avec Ford. Oui, on commence avec Ford qui nous a enfin, oserais-je dire, représenté une version revampée de son Ford Escape. Ford Escape 2023 qui arrive, en fait, des grands changements au niveau esthétique. Hein. Je pense qu'on a vraiment bien réussi le changement pour la nouvelle année. On arrive avec un avant qui est complètement différent, une partie arrière qui a été refaite et beaucoup de changements à l'intérieur, notamment au niveau de l'affichage numérique. Là. La planche de bord pour le conducteur, elle est complètement différente. On parle d'un écran de 12,3 pouces. Et bien sûr, au centre, un écran plus grand, tactile, qui va maintenant abriter Sync 4. Absolument. Donc, qui fonctionne assez bien, mais Ouais. c'est pas aussi convivial qu'on avait par le passé. Mais c'était le temps là, qu'on touche au Ford Escape. Là. absolument. La partie avant, surtout, là, c'est là qu'on devait faire un changement. On aurait dû le faire il y a 3 ans. D'où mais le « enfin ». on a quand même rajeuni le véhicule. Ça, c'est une bonne chose. À l'intérieur, on aurait pu en profiter pour enlever l'écran placé sur le tableau de bord, surtout qu'on l'a agrandi là, dans certains modèles. On aurait pu en profiter pour remanier un peu tout ça. Oui, mais je pense que, bon, on va avoir une toute nouvelle version là, d'ici 1 an ou 2. Donc, je pense qu'on a vraiment voulu juste tempérer un peu les ardeurs de tout le monde. Important quand même de mentionner qu'il n'y a aucun changement mécanique. En tout cas, on nous dit qu'il y aura peut-être une majoration d'efficacité au niveau des véhicules hybrides, mais on sait que c'est les mêmes moteurs, là, 1.5, 2.5, 1.5 turbo. Ça ne bouge pas du tout. On a fait des petites modifications du point de vue technologique. Je t'ai parlé de Sync 4. Il y a aussi toutes les notions de sécurité, le fameux copilote 360 de Ford qui ajoute, on dit-on, une efficacité pour le détecteur d'angle mort qui est capable d'aller voir des choses plus petites maintenant qui sont en mouvement, donc probablement des vélos, des choses comme ça. Donc, évidemment, ça, c'est une très, très bonne chose. Et on a mis un nouveau modèle, le ST-Line, qui, honnêtement, c'est probablement celui que je trouve le mieux réussi. Dynamique, là, ça fait jeune, ça fait dynamique, sportif. C'est un beau modèle. Avec la grille noire, les roues noires. Bref, donc, c'est un beau changement pour l'Escape 2023, même si, mécaniquement, il n'y a pas de modification. Bon. Au moins pour le look, là, on est un autre monde. Un des plus vendus de sa catégorie. Absolument. Un niveau de fiabilité plus qu'acceptable. On chiale souvent là, sur l'Escape, mais il fait vraiment le travail. Puis il est disponible en plusieurs versions. Alors, un beau petit modèle. Chez Ford, on a de la pression là, pour le remplacer. Là. Oui. Ben oui. Parce qu'au niveau du prix, c'est quand même raisonnable. Alors, peut-être que le ST va être salé, là, mais hybride branchable fait le travail. Donc, il y a tout et... Oui, mais tu sais, le ST-Line, c'est strictement un groupe esthétique, hein? Oui, mais c'est quand même dynamique. Là, puis ils vont en profiter pour monter le prix, voyons. Voyons donc, ils font Voyons. jamais ça, Daniel. Voyons. Dans la série des nouvelles un peu plus tristes, Kia qui a annoncé... qui n'a pas officiellement annoncé, hein? C'est par le biais d'une entrevue dans un média, mais on en avait déjà entendu parler, c'est la fin de la Kia Stinger au mois d'avril 2023. Extrêmement dommage parce que c'est un véhicule que moi j'aimais beaucoup. Bien sûr, chez nous, un seul moteur, le V6 3.3, qui était de 368 chevaux, quand même assez puissant. Une silhouette absolument spectaculaire. Ça me fait de la peine personnellement parce que moi, j'étais là au dévoilement du prototype, j'étais là au lancement et là, évidemment, je le vois disparaître, je me sens vieillir un peu. Mais d'un autre côté, c'est un véhicule qui ne se vend pas. On dit qu'en Corée, on en a vendu 4200 l'année dernière. En Corée, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est difficile pour les Coréens de se positionner comme une division vraiment sportive. Parce que ça, c'est une voiture, c'est une pure sportive. Là. Totalement. Ça colle à la route, c'est fait pour faire de la route. Et là, tu es dans quand même un segment très pointu. Et là, tu te bats contre les BMW, les Mercedes. Et évidemment, quand tu veux payer ces prix-là, tu vas avoir cette puissance-là, bien, les gens s'en vont vers les Allemands. C'est naturel. Alors, faudrait qu'on continue à persévérer puis à payer pour peut-être acheter une partie de ce marché-là, ce qu'on ne veut pas faire. Fait que c'est dommage parce que c'est toute une voiture qu'on perd. Oui, puis on va voir en fait ce qui va se passer avec Genesis et sa G70 parce qu'on sait que c'est la même voiture. Donc, vraisemblablement, elle va aussi s'éteindre. Sauf que ce qu'on dit du côté de Kia, entre autres, c'est Karim Habib, le designer partiellement montréalais, qui l'avait dit il y a quelques mois déjà en disant... La prochaine remplaçante de la Stinger, ça pourrait bien être tout simplement la EV6 GT, la version donc plus performante de la voiture électrique. On s'en va vers l'électrification, c'est bien compris. Tout à fait. Autre nouveauté qu'on nous annonce partiellement, c'est la nouvelle Honda Accord.
On sait qu'au moment, ces jours-ci, on a commencé la fabrication du CR-V en Ontario, CR-V hybride, entre autres, qui est une grande nouvelle. Et là, on arrive avec un accord qui va être aussi renouvelé. Évidemment, comme d'habitude, on nous présente des aperçus très partiels de la voiture. Bien, le devant est quand même pas mal dévoilé, là. Je trouve que le devant est dévoilé, l'arrière et l'intérieur aussi. On a quand même présenté un nouvel écran. Donc, bien sûr, écran tactile. Regarde-moi l'écran placé à l'ancienne, comme il y a 15 ans. Mais je suis tanné de ça, moi. Je comprends pas. Il y en a beaucoup. Tu parlais de l'Escape il y a quelques secondes. On est encore dans ce monde-là. C'est comme si, un vendredi après-midi, quelqu'un s'était aperçu qu'il avait oublié de mettre un écran puis il le rajoute en haut. Personne n'a regardé notre Bolt qu'on a ici. Non, mais... On a parlé tantôt avec l'écran qui est vraiment bien intégré de la façon qu'il faut le faire. Ça, j'ai de la misère à comprendre. Je suis tout à fait d'accord, d'autant que je trouve que ça nuit un peu à la visibilité quand on n'est pas très grand comme moi. Donc, écoute, honnêtement, je sais pas. C'est pas une avancée. À l'intérieur, là, on est pareil. Là, tu regardes un peu le bloc instrument, on voit que c'est environ dans les mêmes choses que la Car. La Car, là, oui, que la Civic. C'est à peu près dans les mêmes eaux. Donc, on ne voit pas une grosse différence. Non, c'est ça. Je pense qu'on essaie de se marier à ce qu'on a fait avec la Civic, là, en simplifiant aussi des lignes qui étaient peut-être un peu trop torturées. Devant, c'est un peu simple aussi, là, comme un peu c'est ça, je te dis, c'est qu'on avait fait beaucoup de modèles très, très compliqués au cours des dernières années chez Honda. Là, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus simple. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Sierra, on a parlé la semaine dernière qu'on était pour dévoiler le Sierra électrique. Bien, écoute, c'est fait. Sans surprise, c'est le frère jumeau quasiment du Silverado, bien sûr. La grande déception, 2025 au Canada. Oui, c'est ça. Parce on repousse d'un an. On garde les versions, les Edition 1, seulement pour les États-Unis, et toutes les données techniques qu'on a données sont celles de l'Edition 1, en précisant en bas, attention, ce ne seront pas les données techniques des autres versions. Fait qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient chez nous. On peut littéralement penser que ça va être l'équivalent de ce qu'on a eu avec le Silverado, évidemment, parce que dans celui-là, 754 chevaux, 785 livres-pieds de couple. On n'est pas là du tout, je pense, chez nous. Rapidement, Toyota, on le sait, a hésité longtemps avec l'électrique. Ça a été toutes sortes d'affaires. On nous a présenté cette semaine la BZ3, qui est la version chinoise, en fait, de la voiture électrique. Et en même temps, on dit, bien, on va investir 38 milliards de dollars pour refaire un plein électrique. Donc, on dit qu'on a même mis fin à certains projets électriques déjà pour en créer des nouveaux. Et c'est là qu'on s'en irait du côté de chez Toyota, ce qui est, je pense, une bonne nouvelle et qui va faire très, très plaisir à plein de monde. Bien, ce qu'il faut comprendre, là, c'est probablement la fin des alliances. C'est ça. Donc, on sait que Toyota, c'était la grosse mode dans les dernières années, là, avec BMW, avec Subaru. On avait des alliances avec à peu près tout le monde. Là, maintenant, et Honda, même par la bande, en tout cas, quelques fabricants. Et là, on a décidé d'y aller par nos propres moyens. Évidemment, Subaru va rester probablement associé de près à ça parce que, rappelons que Toyota possède 25 de Subaru. Alors, c'est plus qu'une alliance. Mais au lieu d'être une Subaru modifiée pour Toyota, ça va être une Toyota modifiée pour Subaru. C'est ce que moi, j'en comprends. Bien, en fait, c'est un peu ce qu'on pense. Mais tout ça pour dire que finalement, le plan électrique de Toyota qu'on avait connu avec les 30 modèles, rappelle-toi, là, dont la plupart photoshopés, ça devrait... Ça prouve que leur résistance, parce que Toyota, depuis le début, on a résisté à embarquer dans le véhicule électrique en disant c'est pas rentable, ça sera pas rentable. Et on a pris du retard, puis ça prouve que Toyota est un petit peu en retard au niveau de l'électrification. Il reste à voir maintenant à quelle vitesse ils vont être en mesure de se rattraper. Bien, c'est un constructeur que je pense qu'il peut aller très vite. Oui, ils ont de l'argent pour le faire, en tout cas. Ils ont les moyens de leur ambition. Effectivement. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage, on revient. Voilà, de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Bienvenue à Virage. Merci. Allô? Alors, plusieurs choses à jaser ensemble. Évidemment, taux d'intérêt. Lorsqu'on parle de crédit, on va parler un petit peu de taux d'intérêt dans un instant parce que ça, c'est un sujet qui est vraiment à mode ces temps-ci. Mais avant, on va profiter du propriétaire, Alexandre, pour parler un petit peu du marché. Et Alexandre, comment ça va dans le marché véhicules neufs et véhicules d'occasion? On va commencer avec le véhicule neuf, Alexandre. Oui. Bien, véhicule neuf, on sait, là, depuis la pandémie, on a vécu des difficultés d'approvisionnement assez importantes. C'est en train de s'arranger.
OK. On ne le voit pas encore quand on regarde les cours parce qu'évidemment, on a vendu plusieurs mois d'avance nos véhicules. Donc, ce qu'on livre aujourd'hui, ce sont des véhicules qu'on a livrés, qu'on a vendus, excusez-moi, il y a plusieurs mois. Donc, le véhicule rentre puis il sort. Donc, c'est en rattrapage. Vous êtes en rattrapage. Ça, on est en rattrapage. OK. Sauf que, tu sais, nos mois sont rendus beaucoup plus gros qu'avant. Là. Avant, on pouvait livrer certains mois, des fois 30-40 véhicules. Là, on a remonté à un niveau qui est plus comme qu'on était avant, là, 80-100 véhicules. Donc, des fois, c'est le double de ce qu'on pouvait faire. Là. Alors OK. là, il y a beaucoup plus de volume qui se livre. Ça va durer encore un certain temps. En 2023, ça risque d'être comme ça encore. Donc, on reste encore dans un mode qu'il faut commander nos véhicules. Mais là, ce que je m'attends, c'est qu'en 2023, les délais vont commencer à devenir plus courts. OK. Vous avez des divisions qui regroupent des véhicules électriques, surtout chez Hyundai. Là, le constructeur est très agressif en véhicules électriques. Aussi chez Subaru, vous avez Mazda qui a le sien également. Est-ce que dans le véhicule électrique aussi, ça rentre? Et même chez Toyota, vous avez Toyota? Ça rentre, mais là, les délais sont beaucoup plus longs. OK. On parle d'années. OK. Là, c'est Plusieurs plus- années. Ça reste ça encore, le véhicule électrique, ça rentre encore au compte-gouttes. Les plans des manufacturiers, là, on parle vraiment qu'il y ait des volumes, là, comme chez Hyundai, là, on parle, je pense, 2030 pour avoir 60 de ce qu'ils vont vendre électrique. Ça va être graduel, ça va augmenter à chaque année d'ici ce temps-là, mais on parle peut-être à ce moment-là d'un 5, 6 8 à chaque année, ça va augmenter, mais la demande est beaucoup plus grande. C'est ça. Fait qu'il faut être patient dans le Il faut se véhicule. prendre d'avance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des annonces qu'on dit viens acheter ton véhicule à gaz, puis commande tout de suite ton véhicule électrique, puis ça va prendre à peu près 3 ans, puis tu vas l'avoir. Puis, OK. c'est ça. Faut être prévoyant. Et si le marché du véhicule neuf retrouve une certaine normalité, est-ce que le marché du véhicule d'occasion, lui, commence à retrouver Ouais. aussi une certaine normalité? Parce que là, dans le fond, on livre beaucoup plus de véhicules neufs. Donc là, on peut reprendre beaucoup plus de véhicules d'occasion. Donc, si vous regardez les inventaires des concessionnaires en général, là, dont nous, là, on est revenu à des niveaux d'inventaire qu'on avait avant la pandémie. Donc là, les inventaires sont là, les prix ont commencé même à baisser. C'est beaucoup plus sain comme environnement pour acheter un véhicule d'occasion. Les clients ont beaucoup plus de choix aussi. Donc, parce qu'on reprend des véhicules. Là. Comme on dit, en neuf, on ne le voit pas parce que les cours sont vides, mais on livre beaucoup de véhicules, donc on reprend beaucoup de véhicules. Et, véhicule d'occasion veut dire marché du véhicule d'occasion, veut dire taux d'intérêt, évidemment, à la hausse présentement. Ça va jouer également, Stéphanie, sur un peu Bien, les c'est ventes sûr, et surtout sur le crédit des gens. Effectivement. Sur le crédit des gens, parce que, tu sais, oui, on a l'augmentation au crédit régulier, on les voit, les augmentations, mais ça suit le même chemin en crédit spécialisé aussi, là. Donc, mais je pense que les gens sont de plus en plus habitués, ou du moins, ça fait partie de la nouvelle réalité, là, que les taux d'intérêt augmentent, puis on le voit dans l'hypothèque, on le voit dans l'automobile aussi, là. Absolument. Puis ça va avoir une incidence, bien sûr, sur les prix, donc veut dire acceptation au crédit pour les gens. Mais ça veut dire aussi travailler un petit peu plus fort, là, étant donné que plus les taux montent, plus vous devez travailler fort, parce qu'un taux même régulier dans le véhicule d'occasion, présentement, c'est pas évident, là. Non, exact. Puis plus, évidemment, plus nous, les paramètres restent les mêmes. Quand on a une préautorisation, ça nous donne un paiement qui est autorisé. Puis on fait la corrélation avec le taux d'intérêt. Mais tu sais, le paiement qui était, je vous donne un exemple, à 400 par mois, puis que le taux d'intérêt était à 11,99, mais que là, le taux d'intérêt est à 13,99, on n'a plus accès au même type de véhicule là, pour rentrer dans le paiement, là. Absolument. Et ça veut dire que quand tu regardes le crédit des gens, taux d'intérêt élevé, là, ça faut que tu ailles travailler un petit peu plus fort dans le dossier des clients, puis même aller jusqu'à faire des correctifs dans leur dossier. Oui, de crédit. maintenant, on offre ce service-là de correction de dossier de crédit parce que, surtout les dossiers là, de faillite ou de proposition, il y a énormément d'erreurs dans les dossiers. Je dirais que 90, c'est pas 95 des dossiers de crédit ont des erreurs, là. Donc, et le fait d'aller corriger ces erreurs-là, bien, ça va permettre d'augmenter la cote de crédit. Fait que oui, on livre une voiture, donc on a un prêt majeur pour repartir la machine dans le dossier de crédit, mais ces correctifs-là, d'aller corriger les codes de crédit, les R9, les R7. C'est tous des codes que nous, ils nous parlent, que les gens, la majorité des gens, ça leur dit rien, mais nous, de faire ces correctifs-là, puis d'inscrire les bonnes nomenclatures, écrire inclus dans la faillite au lieu d'écrire passer aux pertes, c'est deux choses qui sont complètement différentes puis qui vont permettre d'aller chercher des points sur la cote de crédit supplémentaire. Donc, ça veut dire que vous permettez aux gens d'améliorer leur crédit. Effectivement. Un crédit amélioré veut dire un taux d'intérêt moindre. Oui, effectivement. Donc, dans le futur, on va vraiment avoir rebâti là, le crédit là, dans sa totalité, là. Qu'est-ce que ça change pour vos clients, un point de plus? Donc, un taux d'intérêt, là, ça n'arrête pas de monter.
Là, est-ce que vous souhaitez que ça arrête un peu? On espère que ça va stabiliser, effectivement, parce que depuis les 3-4 derniers mois, là, on a vraiment vu une grosse augmentation. Puis effectivement, bien, ça a un impact dans tout notre travail au complet. Les gens sont souvent un petit peu plus frileux, mais reste que ça reste quand même un passage obligé. Puis plus vite on le fait, mieux c'est, parce que les gens qui ont attendu de v'là 3 mois, mettons, bien là, le taux d'intérêt est plus élevé qu'il était v'là 3 mois. Là. Avez-vous plus de difficultés à faire accepter les gens, un petit peu plus de difficultés? On travaille encore plus fort, effectivement, puis même dans les institutions bancaires, ils ont resserré certaines choses aussi avec le COVID et tout, comme on en avait déjà discuté, mais il faut effectivement travailler encore plus fort. Là. Puis il y a même des clients qu'on va travailler différemment, qu'on ne livrera pas maintenant un auto, qu'on va les diriger vers d'autres spécialistes, soit des bureaux de syndic, pour essayer de régler des problématiques, puis par la suite être en mesure de pouvoir là, aller de l'avant vers l'achat d'un véhicule. Avec les taux d'intérêt élevés, le meilleur conseil, c'est d'aller vous voir. Oui. D'aller vous voir avant, justement, de faire plein de demandes partout, parce que là, ça peut. Bien, d'autant plus vraiment qu'on travaille dans ce sens-là, d'aller chercher la meilleure approbation possible. Donc, c'est encore plus important maintenant. Là. Vous ne faites pas juste l'automobile maintenant, vous faites toutes sortes de choses. Alors, vous êtes dans le véhicule de loisir également, oui. Pour ce qui est du redressement de crédit, et même vers la construction, si je ne me trompe pas. Là. Les pépines. Les pépines? En fait, on fait du crédit commercial. Donc, maintenant, on est capable de faire tout ça, effectivement, comme on le dit dans notre publicité, même des pépines. Même des pépines. Bon, pourquoi pas? On va peut-être se lancer là-dedans. Stéphanie Blais, Alexandre Saillant, merci beaucoup d'être venu à Virage. Merci. Merci. Alors, voilà, on s'arrête et au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs. Voilà, de retour au Virage 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Messieurs, on en a quand même pas mal de questions, puis on commence avec quelque chose. Sion, ça vous dit quelque chose? Oui. La marque pour les jeunes. Effectivement. Je ne sais pas si c'est une personne jeune ou moins jeune. Sion TC 2012, 108 km, est-ce que c'est un bon achat? C'est pas un mauvais achat. C'est une voiture qui était relativement fiable, qui avait un look particulier, la TC, mais c'est une voiture qui était assez fiable, qui n'a pas eu de difficultés majeures. Le problème, c'est que ça ne s'est juste pas vendu parce que c'était trop cher à l'époque. Là. C'est une Corolla 2 pas. Les Corolla. Ouais. Pratiquement une Corolla 2 pas. Mécaniquement, j'ai Toyota, Ouais, alors c'est il n'y a pas de problème. Fait qu'il faut s'assurer que le véhicule soit en forme. 108 km, 108 000 km, ça me fait vraiment pas peur. Une petite inspection, puis ce véhicule-là, moi, je vois aucun problème. Est-ce que je dois encore... oui, c'est vrai. Marc, évidemment, ça fait beaucoup jaser là, au niveau des véhicules électriques et surtout des subventions. Fait que lui, il se demande, est-ce que je devrais garder les subventions des autos électriques? Est-ce que les subventions vont rester longtemps? Bref, c'est ça qu'on essaie de dire au niveau de la question, parce que, bien sûr, on essaie de trouver des sources de financement au gouvernement pour absorber les pertes relativement à la baisse de la demande du pétrole. Et là, on donne des subventions aux voitures électriques. Ouais. Mais ça ne baissera pas. C'est-à-dire qu'on ne l'offre pas rapidement, comme si on a écouté l'émission de la semaine dernière avec M. Poetti. Il a dit que le gouvernement ne peut pas donner une subvention puis en même temps aller collecter une taxe par rapport à que tu te promènes avec ta voiture. Alors, je pense que pour quelques années, encore, les subventions vont demeurer, mais ça va se rajuster avec les années, bien entendu, parce que plus il va y avoir de voitures électriques sur la route, plus ils vont utiliser les infrastructures et il y aura besoin, justement, d'une taxe nouvelle. Ça, c'est un des volets. Le deuxième volet, moi, je pense que les subventions vont y aller de façon progressive vers le bas. Donc là, pour le moment, tu as 12 000 $. On va éventuellement en arriver à 10 et ainsi de suite, au fur et à mesure que ça va augmenter. Mais attention, il y a une autre tendance qu'on regarde qui arrive assez rapidement. On en a parlé plus tôt quand on a parlé de la Bolt. C'est la baisse de prix des véhicules électriques aussi. L'Equinox, il arrive à 37 000 $ dans sa version de base électrique. Si vous allez chercher un Equinox à essence aujourd'hui, vous pouvez le monter dans les 30 000 $ facilement. Donc, il y aura une espèce de parité au niveau du prix des voitures électriques par rapport au prix des voitures à essence. Et à ce moment-là, les subventions vont descendre. Quant à une éventuelle taxe, écoutez, quelle forme elle va prendre, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y en aura une. C'est ridicule. Les subventions, c'est ridicule. Parce que là, tu subventionnes artificiellement un marché, tu crées de la demande dans un marché qui ne peut pas livrer la marchandise.
Fait qu'il n'y en a pas. Tu as bien beau avoir des subventions de 150 000, il n'y en a pas de véhicules électriques. Puis ça, c'est ma prochaine question. Où justement, Jocelyn dit, je veux commander un RX de Lexus, la version branchable. Et il dit que le concessionnaire lui dit que ça peut aller jusqu'à 3 ans avant la livraison. Fait que lui, il dit, les rabais du gouvernement, est-ce que c'est au moment de la signature du contrat ou c'est au moment de la livraison? Parce que justement, si ça décroît, comme tu dis, c'est plus la même chose. C'est au moment de la livraison parce que vous ne signez pas de contrat quand vous commandez un véhicule. Vous ne faites que faire une précommande. Tant que vous n'avez pas votre numéro de série, là, le fameux VIN, tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire de réclamation à aucun niveau gouvernemental. Donc, vous n'êtes pas admissible aux subventions. Donc, c'est au moment de la confirmation de la commande avec le numéro de série que là, vous pouvez faire la demande. Faire attention, évidemment, le RX, il n'est même pas arrivé encore dans la version hybride branchable. Fait que c'est sûr que oui, c'est minimum 3 ans, on comprend. Par contre, là, il peut y avoir un changement. Juste pour revenir à ce que tu disais avant, la raison pour laquelle actuellement, il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour ça que les gens militent beaucoup pour une loi zéro émission, en voulant forcer à la grandeur du pays une augmentation du nombre de véhicules électriques vendus par les manufacturiers, ce qui devrait équilibrer davantage la provenance. Même si, regarde, c'est pas tout de suite. Ça, là, Marc, t'es rendu un politicien. Là, tu me sors les discours de politiciens en disant, dernière campagne électorale, là, il y a des partis politiques qui disaient, moi, si je suis élu, il va y avoir plus de véhicules électriques chez nous. Hey, ça, là, c'est de l'utopie. Là. C'est pas parce que tu es rouge, bleu, orange ou vert et tu mets de la pression que GM va être capable de faire des Bolt en quantité industrielle. En fait, ils n'en font pas plus. La différence, c'est le choix du lieu de livraison. Tous les pays, c'est plate, mais c'est ça. Ça tire pour réussir à avoir de leur côté le plus de véhicules possible et à avoir le plus de véhicules dans chacun des pays. À un moment donné, les fabricants en envoient un petit peu à goutte d'eau un peu partout. Ouais. Si on a, oui, quelques-uns de plus, mais ça ne fera pas la différence pour répondre au complet à la norme. Non, mais il y a quand même toute une progression. Je veux dire, il y a Hyundai qui a commencé cette semaine les travaux pour son usine aux États-Unis sur la fabrication de voitures électriques qui vont être livrées en 2025. Ford à Oakville qui transforme son usine. De Chrysler, Stellantis qui fait la même chose. L'industrie au complet est partie en peur. Ouais. C'est pas à cause des politiciens qui mettent de la pression sur l'industrie. C'est la demande du marché qui fait en sorte que les fabricants se sont virés de bord, ont construit des usines un peu partout dans le monde pour justement suffire à la demande, parce que là, on va équilibrer la demande de voitures à essence, de voitures électriques, mais le processus est en marche. Ah oui, ça c'est clair. Et je veux pas que ce soit un politicien qui vienne dire c'est à cause de nous autres qu'on va avoir plus de véhicules électriques. Voyons, le marché s'en va là. Ouais, on va quand même essayer de tirer plus fort pour en avoir plus. Tu présentes pour quel parti la prochaine fois? Prochaine élection, surveillez ça. Marc va être pour repartir. Il ne faut pas oublier que les véhicules qui sont fabriqués pour le marché américain, exemple, bien, c'est plus payant les vendre aux États-Unis que les vendre au Canada. Alors, si les véhicules ne viennent pas au Canada, ils restent aux États-Unis. On a nous autres, bien, on attend. Mais éventuellement, tout ça va s'équilibrer. Puis les chicanes de clocher, ça va être fini. On va avoir des véhicules chez nous. Amusons-nous un petit peu avec M. Théberge qui dit « J'ai regardé votre Cadillac Celestiq que tu as présenté, je pense, je ne sais pas, c'est la semaine passée ou l'autre semaine. Il dit « Je comprends pas ce véhicule-là parce qu'il l'a regardé en long, en large. Il dit « Je comprends pas que ce véhicule-là serait vendu le double d'une Porsche Taycan, d'un Model S Plaid, non, Model S Plaid, c'est 200 000, ça, ou d'un Audi GT. Si on regarde les performances, les matériaux, même si c'est fait à main, moi, j'achèterais même un EQS avant ce véhicule-là. Il y a de l'air plus moderne même à l'intérieur. C'est vrai que l'EQS, quand tu le regardes, puis tu regardes un Celestiq qui a une planche de bord qui est exactement pareille à un Ioniq 5 ou à un EV6 chez Kia. Pourquoi demander 300 000 ce véhicule-là? Mais et ça va être juste quelques concessionnaires qui vont avoir le droit de distribuer ce véhicule-là. Alors, selon moi, on n'en verra pas gros sur la route. En fait, on joue la même partie que Rolls-Royce joue. On appelle ça du bespoke. Donc, on va personnaliser au maximum ces véhicules-là. Ce sera un concierge attaché à GM qui va venir vous rencontrer, qui va établir avec vous ce que vous voulez. Écoutez, il y a 450 lumières d'ailes un peu partout dans la voiture que vous allez toutes pouvoir personnaliser. C'est ça, dans le fond, qu'on paye, cette espèce d'aspect-là de personnalisation à l'extrême, parce qu'effectivement, du point de vue technologique, on s'entend pour dire qu'on n'a pas inventé une nouvelle fusée pour aller sur la Lune. Là. Ben non.
En tout cas, on va suivre le Celestiq pour vous de très, très près, mais effectivement, il dit même, moi, j'achèterais un Taycan et un Audi GT à la place d'acheter ce véhicule-là. Vous seriez pas mal pris dans votre course, ça irait bien. Monsieur Raymond, il dit, le nouveau Pathfinder 9, puis il dit, je voudrais le garder 10 à 12 ans, étant donné que c'est cher. Est-ce que vous avez des trucs pour le garder 10-12 ans? Non. Le protéger contre la rouille, ça, c'est la première des choses. Parce que les Pathfinder antérieurement rouillaient assez facilement. Mais la conduite, le rendement en général, mécaniquement, ça devrait bien aller avec un bon entretien. Oui, surtout qu'ils l'ont renouvelé puis qu'on a retrouvé un peu plus de l'ancien Pathfinder. Parce qu'on a eu comme un épisode un peu ennuyant entre les deux. Là, on arrive avec un Pathfinder qui ressemble un peu plus à un Pathfinder. Effectivement, bon anti-rouille, entretien rigoureux, c'est la seule façon de conserver une voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Là. C'est l'entretien qui va faire la foi de tout. Voilà. Petite chose que j'ai vue aussi cette semaine, que j'ai trouvé assez intéressant quand j'ai passé sur le concessionnaire Tate Chevrolet, c'était ici, mais c'est que Cadillac, maintenant, font une promotion assez particulière de leur Lyriq. On se promène avec un genre de container vitré qui permet aux clients qui ont commandé le véhicule de venir le voir, le toucher. Et ça, moi, je trouve que c'est une marque de respect de la part des gens de Cadillac pour dire c'est ça votre véhicule. Là. Vous ne l'aurez pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais c'est ça votre véhicule. Venez le toucher, venez le voir. Et c'est toute une tournée. Hein? Moi, je m'en vais à Joliette, justement, parce que le concessionnaire là-bas m'a invité. Là. Tous les concessionnaires vont recevoir ou ont déjà reçu la visite du Lyriq. Le défaut, c'est qu'évidemment, on voudrait tous l'essayer, mais qu'on ne peut pas le sortir de sa boîte. C'est comme les voitures de collection. Là, tu ne peux pas le sortir. C'est comme les modèles réduits. Là, on a simulé une boîte de modèles réduits, puis tu as le véhicule, mais je trouve ça le fun. Nouvelle promotion, puis ça démontre un peu qu'on veut être près de notre clientèle, puis on leur permet vraiment de venir toucher, venir voir leur véhicule. Ou peut-être que le concessionnaire en a profité pour dire il y a quelqu'un qui est intéressé au Lyriq. Venez donc le voir, on va l'avoir ici. Nous, on l'avait vu au Salon de véhicules électriques, mais ça reste que c'est une promotion que j'ai trouvé le fun. Effectivement, puis de plus en plus, je pense que ça va être la façon de faire, de mettre les clients directement en contact avec le véhicule plutôt que de passer par des gros événements comme des salons de l'auto. Quand c'est des véhicules pointus comme ça, qui sont quand même pas donnés, on va se le dire, je pense que c'est une bonne façon de faire. Bon, très bon point du côté de chez Cadillac, qu'on n'entend pas souvent parler de chez Cadillac, mais là, je trouve ça le fun de pouvoir justement voir cette promotion. Est-ce qu'ils vont faire la même tournée que le Celestiq? Ah! T'es une mauvaise foi, Marc, ça n'a pas de bon sens. Donc, bienvenue, Marc Bouchard, merci. Merci. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par IA Service aux concessionnaires. Trouvez la tranquillité d'esprit avec les meilleures protections offertes chez vos concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs. Et par les centres d'inspection technique CA Québec.